Alors je suis complètement exalté car je vous propose un nouveau sujet, toujours sur le thème du qui décide de quoi, au nom de qui, au nom de quoi. Et c'est un sujet qui pourrait s'énoncer comme ceci. Est-ce qu'il y a une locomotive qui tire le train fou dans lequel nous sommes embarqués malgré nous? Et dans quelle direction va-t-il? Et pourquoi? C'est une question assez faramineuse, hein, vous en conviendrez. Tout ça m'est venu en lisant et en tournant les pages d'un livre de science-fiction de Pierre-Antoine Plaquevent, Société ouverte vs Eurasie, géopolitique du mondialisme. Et si ces menaces de guerre, d'effondrement systémique, de bouleversement climatique, de catastrophes sanitaires n'étaient pas le symptôme d'une société d'hyper-contrôle où la marche du monde serait décidée dans des cercles très restreints à l'échelle du globe? C'est complètement invraisemblable, vous en conviendrez. Accompagner tout ça d'une lutte insidieuse, invisible et très terre-à-terre avec des armes subversives, technologiques ou culturelles pour s'accaparer au passage des ressources vitales, pour le bonheur de tous bien sûr, mais en particulier des actionnaires des riches et efficaces fonds de pension, il s'agirait bien sûr d'un scénario issu de l'esprit tortueux d'un artiste de génie, mais certainement pas de nos élites terriennes si inspirées de l'idéal bienveillant de la rationalité de Descartes et de l'intérêt supérieur du genre humain. Je vais, je vais essayer de ne pas aller trop vite parce que j'ai l'impression de souvent perdre plein d'entre vous en cours de route. C'est-à-dire que sur les 4 auditeurs en moyenne, il n'y en a qu'un seul qui reste à la fin et c'est moi, ce qui est assez frustrant, vous en conviendrez. Alors vous allez constater dans la suite que je n'utilise aucun terme qui commence en anti ou qui finit en iste. C'est un petit exercice de style que je me suis fixé hein, dans une perspective complètement ludique, afin d'être inclusif moi aussi, et de n'offenser ni complotiste, ni créduliste, ni wokiste, ni moutoniste, etc. Ou même ni antichroniquiste, ou ni antisimoniste. Voilà. Parce que, eh bien, oui, nous vivons à une époque où de nombreuses personnes réelles et extrasensibles se déclarent à juste titre victimes de stigmatisation injuste et inacceptable, bien entendu. Et nous, de notre côté, nous ne voulons surtout pas ajouter de la peine à la peine. Alors, nous retournons immédiatement, sans plus tarder, à notre sujet principal. Et donc, après ce bref préambule didactique, nous allons débuter sans plus tarder cette liste de points successifs. Alors voici donc le point 1, attention, l'anarchie est l'état qui caractérise le système interétatique. Malgré des institutions internationales comme l'ONU, l'OMS, euh, le Fonds monétaire international, car chaque État est libre de défendre ses intérêts de la manière qui lui semble la plus adéquate en fonction de ses points forts, de ses points faibles, de ses rapports de force en vigueur, des partenariats qu'il a établis, etc. Ainsi, ce Raymond Aron en 1967, hein, donc c'était pas hier, c'est pas non plus très récent. Il n'y a pas d'instance dans l'ordre international qui détienne le monopole de la violence légitime. Voilà, donc rien de nouveau ici que nous ne savions déjà, donc pas de quoi décrocher de Netflix, en effet. Mais soyons patients, nous arrivons au point 2. Cette anarchie doit être dépassée selon une idéologie globaliste pour viser une société mondialisée, unique, sans frontières, pour dépasser le pluriversel, c'est-à-dire la diversité, et atteindre l'universel, le monisme. Et voilà. Et voilà, vous commencez à trouver ça plus drôle, hein, comme moi, j'en suis sûr. Car maintenant, nous basculons immédiatement au point 3, ça va très vite. Et donc, cette société mondialisée pourrait ainsi être gérée de manière centralisée afin de résoudre le problème principal qui préoccupe nos élites internationales, la guerre toujours latente entre États, ou peut-être aussi la surpopulation ou l'accès aux ressources vitales, car en effet, tout le monde aura constaté par lui-même que les plages sont de plus en plus bondées et qu'il devient difficile de vivre un été correct sans son yacht personnel, avec tout son personnel de bord. Et voilà, nous voilà donc déjà au point 4. Carl Schmitt, qui est Carl Schmitt? Eh bien, c'est un juriste allemand du XXe siècle, hein,
qu'on accuse d'avoir adhéré à la cause hitlérienne à l'époque. Bon, c'est un autre sujet, hein, bien sûr, c'est pas très bien, hein. Je crois il s'en est défendu et sans forcément se répandre en excuses interminables. En tout cas, bon, tout le monde peut faire des erreurs, et en tout cas, ce qu'il nous reste de lui, eh bien, ce sont ses ouvrages et ses idées éclairantes sur la marche du monde et sur la théorie du droit. Alors, que dit-il? Donc, il nous alerte sur le risque d'une société sans État. La violence légitime ne serait plus exercée par une entité souveraine, c'est-à-dire l'État, et cette violence se disséminerait dans la société civile. La paix perpétuelle rêvée par Emmanuel Kant deviendrait une guerre perpétuelle de tous contre tous. À l'anarchie internationale succéderait l'anarchie intranationale. Selon ce juriste, ce qui a le caractère du politique est ce qui a le pouvoir de discriminer l'ami de l'ennemi. Le politique, dans le cadre d'une société globalisée sans frontières et en paix perpétuelle, n'existerait donc simplement plus. Alors, de là à penser que des individus dépolitisés passeraient d'un statut de citoyen à celui d'objet ou de marchandise, euh, ce serait la preuve d'un esprit paranoïaque et réactionnaire. Et là, vous avez vu, je n'ai pas utilisé de mot en ist. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Nous atterrissons maintenant au point numéro 5. L'élite américaine s'est transnationalisée. Car le capitalisme est devenu apatride et sans frontières. Ainsi, le clivage entre cette élite et le reste de la population n'est plus l'isolationnisme de la doctrine Monroe contre l'internationalisme de la doctrine Wilson, mais plutôt, ce clivage est celui du souverainisme contre le cosmopolitisme. Il faut donc constater que la majorité de la population a très peu d'ambition ou d'imagination et ne rêve pas de voyages incessants entre ces diverses villas sur chaque continent. L'élite aura-t-elle la patience de convaincre sa population que le patriotisme est une tare anachronique qui doit être dépassée? Et nous voici maintenant au point 6. La doctrine américaine est centrée sur les notions de Heartland et de Rimland. Suivant les théories des géopolitologues, John Alford Mackinder et Nicholas Spikeman, bon, que nous avons tous bien sûr étudié à l'école. Mais pour rappel, selon, le monde est constitué d'une île mondiale et de terres périphériques. Alors l'île mondiale regroupe les puissances terrestres, tandis que les terres périphériques regroupent les puissances thalassocratiques. Alors thalasso, c'est la mer, kratique, le pouvoir, donc le pouvoir de la mer. Ainsi, les États-Unis et l'Angleterre forment les puissances thalassocratiques avec leurs alliés, l'Australie et le Japon, et peut-être aussi même l'Afrique du Sud, tandis que l'espace euro-asiatique, qui comprend l'Europe et l'Asie, forme ou rassemble les puissances de la Terre. Donc la doctrine est simple, la géographie est le pivot de l'histoire, selon Mackinder. C'est-à-dire que la géographie et la démographie expliquent les bouleversements et la marche de l'histoire. Le cœur de l'île mondiale est le Heartland. Il est constitué de la Russie et d'une partie de la Chine. Il est délimité par des frontières naturelles, des chaînes de montagnes, des bacs, des lacs, des rivières, des choses comme ça. C'est un espace riche en ressources matérielles, naturelles, isolé de la mer et inaccessible aux puissances de la mer. Laissé à lui-même, il se développerait inexorablement en une puissance autonome et rivale de l'hégémonie américaine. L'intégration de cet espace doit donc être évitée à tout prix. Et tant qu'il ne sera pas morcelé en une collection de territoires trop petits pour être souverain, il sera une source de préoccupation pour le dirigeant des puissances thalassocratiques. Car, en effet, diriger une puissance de premier plan n'est pas qu'une longue suite d'inaugurations de cathédrales. Et nous voilà au point numéro 7. Quant à lui, le Rimland, qui serait le territoire de la bordure, est l'espace qui encercle le Heartland et donne l'accès aux océans. L'union du Heartland et du Rimland ferait un espace amphibie dont l'idée fait frémir d'angoisse les stratèges américains depuis le début ou la première partie du XXe siècle. Et nous voici au point numéro 8. Ça ne s'arrête pas, vous voyez à quel point ça va vite. Je suis moi-même impressionné. Donc le point 8, un projet qui cristallise les tensions et les peurs occidentales. Le projet chinois
des nouvelles routes de la soie qui visent l'intégration du continent euro-asiatique, du Pacifique à la mer Baltique, via un budget de 1000 milliards de dollars, 67 milliards de contrats, 3000 projets pour 6 corridors terrestres, une route maritime vers l'Europe et des voies numériques. Nous pouvons donc souhaiter à ce pays audacieux bien de la chance et du courage, car on a vu des gazoducs rayés de la carte du jour au lendemain. Nous en sommes à la moitié de la chronique. Merci à ceux d'entre vous qui sont encore là. Merci à ceux qui ont essayé, malgré tout. Mais continuons. Nous atterrissons au point 9. Un antagonisme apparent entre deux idéologies qui s'opposent. Aller vers une société mondialisée, utopie messianique, ou aller vers un monde multipolaire où les États gardent leur souveraineté. Donc pour résumer, société ouverte, globalisme et puissance de la mer d'un côté, et de l'autre côté, puissance terrestre, monde multipolaire et conservation d'États souverains. Là encore, pas d'inquiétude, si ce n'était pas de la science-fiction, nous serions prévenus. Et de toute façon, nous sommes bien, tout cela est bien géré car nos diplomates veillent. Ah, pardon, c'est vrai, le corps diplomatique a été supprimé, il me semble, il y a quelque temps. Nous passons intrépidement au point numéro 10, les leviers de pouvoir des puissances terrestres. Mais que sont-ils? Ah, excellente question. Eh bien, notre prolifique et imaginatif auteur nous parle des clubs et des think tanks, qui sont l'armature intellectuelle et financière du globalisme. Les think tanks sont des universités sans étudiants qui fournissent le carburant idéologique et intellectuel de l'agenda pour le moteur globaliste qui fait avancer le monde au gré de crises qui tournent souvent à son avantage, semble-t-il. Donc les clubs rassemblent une coalition d'intérêts financiers, politiques, médiatiques et policiers, et notamment des personnalités politiques de premier plan, ainsi que de riches oligarques. Et nous voici donc au point numéro 11, je vais vous parler du CFR, Council on Foreign Relations. Il s'agit du club historique le plus connu, c'est lui qui peut être considéré ou désigné comme l'État profond américain. Il s'agit donc d'un appareil d'État parallèle à l'appareil d'État officiel. Son objectif est la consolidation des relations occidentales et la globalisation. Il a des ramifications en Europe, sous l'impulsion de George Soros, via l'European Council on Foreign Relations, et aussi en Allemagne, via le German Council on Foreign Relations. Le CFR publie une revue très respectée, Foreign Affairs. Par exemple, Léon Trotsky a notamment écrit dans ses colonnes. Et nous voici. Au point 12, je suis inarrêtable, le club de Bilderberg, créé dans l'après-guerre, il a pour but la consolidation des relations entre Amérique, Angleterre et Europe. Ces réunions sont entourées du secret et se déroulent en respectant les règles de la Chatham House. Ce qui est dit peut être utilisé librement par l'auditoire, mais les orateurs et leur société d'appartenance ne doivent pas être dévoilés. Et nous voici au point 13, le réseau des Young Global Leaders, qui sont de haut potentiel, promis à un bel avenir, et qui sont repérés par le forum de Davos, présidé par Klaus Schwab. Celui-ci se vantait dans une interview d'avoir truffé la plupart des gouvernements du monde civilisé de ces Young Global Leaders. Par exemple, notre valeureux président est lui-même un Young Global Leader depuis 2016. Il s'agit donc de personnes sérieuses et compétentes, et le résultat est là, on l'a bien vu, nous ne sommes pas déçus. Nous passons maintenant au point numéro 14, l'Open Society Foundation, créée par George Soros, avec 32 milliards de dollars de sa fortune personnelle. Elle a des bureaux partout dans le monde et finance un réseau d'ONG, et en particulier un collier de perles autour du Heartland, afin de participer à des manœuvres subversives de retournement culturel, à travers l'éducation, la santé, la promotion des valeurs occidentales comme le wokisme, la migration des réfugiés depuis les zones en guerre, ou des révolutions colorées. La guerre est ainsi devenue hybride, elle n'est plus déclarée, c'est beaucoup plus simple. La particularité de ces nouvelles armes est qu'elles opèrent de manière invisible et transparente, mais avec des effets redoutables. On peut noter une division du travail bien pensée entre ONG, c'est-à-dire d'une part celles comme par exemple Human Rights Watch, qui dénoncent les pays qui ont une
une carence démocratique, hein, de mauvais pays, hein, et qui méritent une remise à niveau via des méthodes douces ou brutales. Et d'autre part, là je continue à vous parler de cette division du travail avec une longue phrase, hein, j'en suis désolé. Et donc, en gros, une division du travail entre d'une part des ONG qui dénoncent des pays qui ne sont pas assez démocratiques et d'autre des ONG comme l'Open Society Foundation ou les ONG qui sont aidées et soutenues par l'Open Society Foundation qui accompagnent les migrants de ces pays en guerre vers l'Europe. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, bon, bah, ça reste de la science-fiction, bien sûr, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est bien imaginé en tout cas, et ça peut donner des frissons. Hein, ce qui est sympathique en cette période en fait, de fin d'année où on a un peu de temps pour soi et pour se détendre. Et voilà, donc je passe au point numéro 15, hein, toujours, je suis proche de la fin, gardez courage, hein, bravo, je vous encourage, ceux qui sont encore là en train de m'écouter. Et donc là, je vous parle de la société Lubavitch. Alors là, attention, c'est un extra, c'est un complément que je n'ai pas du tout tiré depuis le livre de Pierre-Antoine Plaquevent, mais que j'ai tiré du livre La société Lubavitch de Pierre Hillard, car je trouve ça extraordinairement complémentaire. Alors, la société Lubavitch, il s'agit d'une diaspora guidée par une école de pensée théologique inspirée par la Kabbale. Alors, le principe de la Kabbale est d'interpréter les textes sacrés sous l'inspiration d'esprits désincarnés mais bien informés. Donc il s'agit donc d'une diaspora rassemblée autour d'une interprétation mystique de textes sacrés, et elle est rassemblée donc autour d'une ligne charismatique de Rébé. L'objectif de cette société est de faire advenir le vrai Messie et d'unifier le monde sous les lois noachides réservées aux non-juifs, tandis que le peuple juif trouvera la place qui lui revient de droit en tant que peuple élu. Grâce en particulier à ses nombreux donateurs, elle peut dialoguer directement avec les plus hauts décideurs américains, israéliens ou russes pour faire avancer son agenda. Vous pouvez le constater, on peut imaginer alors ainsi d'autres ponts entre les différents mondes où l'on voit une société qui a comme interlocuteur direct les plus hautes éminences des principales puissances occidentales ou euro-asiatiques. Et là, effectivement, ça n'a fait que renforcer notre, notre remarque, hein, comme quoi nous traitons d'un auteur. Alors, c'est un autre auteur, là, oui, il s'agit de Pierre Hillard, qui lui aussi est très imaginatif. Voilà. Et donc là, nous passons au point 16. Eh bien, je crois que c'est quasiment le dernier point, hein. Je vous dis presque bravo. Les éminences des deux camps opposés peuvent entretenir des relations officiellement cordiales ou hostiles. Par exemple, George Soros désigne Xi Jinping, qui est le président chinois, comme un ennemi de la société ouverte, tandis que Xi Jinping entretient d'un autre côté des relations officielles d'amitié avec Klaus Schwab, toujours le président du Forum de Davos, ou avec Bill Gates, hein, ce milliardaire très influent dans la gouvernance mondiale que vous connaissez peut-être. Le scénario est compliqué, n'est-ce pas? On peut se dire, mais alors qui est gentil, qui est méchant, qui est l'ami de qui? C'est irrésistible. On se croirait dans un film de Hollywood. Eh bien, c'est presque terminé. J'en viens maintenant à la faramineuse conclusion habituelle, hein. Vraiment bravo pour être arrivé jusque-là. C'était pas gagné d'avance, hein. Vous avez vraiment du mérite. Nous avons donc évoqué des réseaux de pouvoir et des universités du savoir en Occident bien organisés, complémentaires ou redondants, où les mêmes personnes parfois multiplient leur appartenance dans différents réseaux. Et quand je parle de personnes, je ne parle pas de n'importe qui, hein. Je parle de personnes qui peuvent être très 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 riches en termes de milliards, en termes de position dans l'appareil d'État d'une grande puissance. Je parle de personnes extrêmement influentes que tout le monde connaisse. Il s'agit donc de réseaux en Occident qui disposent de ressources considérables, leur permettant de penser et de mettre en œuvre une idéologie subversive au moyen de l'action d'un essaim d'ONG à travers le monde pour un contrôle sans cesse accru des ressources vitales et des populations. Derrière les différences affichées et les conflits menaçants qui se précisent toujours davantage, quels sont les intérêts communs aux puissances des deux mondes, les compromis possibles ou les conflits inévitables? Comment ces réseaux s'articulent entre eux? Y en a-t-il d'autres? Voilà, bien entendu, il s'agit là de spéculation, d'imagination, de scénarios complètement abracadabrantesques pour se faire peur. Et dans ce grand bazar
Qui décide de quoi? Toujours, toujours cette question, qui décide de quoi? Au nom de qui? Au nom de quoi? Eh bien, nous avons pu éclairer certains de ces aspects à travers cette chronique, hein, mais comme vous le voyez, la question reste ouverte, car cela me permettra euh, eh bien, de continuer, peut-être de vous proposer une autre chronique à une autre occasion. Et en attendant, eh bien, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt peut-être. Alors j'ai oublié une dernière chose. Vous trouverez un questionnaire dans la description de la vidéo. Si vous voulez bien, vous pourriez copier en commentaire ce questionnaire en modifiant la réponse à chaque question, en indiquant un chiffre de 1 à 5. Vous trouverez plus de détails dans le texte. Merci à vous.